À Toulouse, des lendemains difficiles. Plus de 3000 logements HLM sont partiellement ou totalement endommagés. De nombreuses écoles, crèches ou lycées ne pourront ouvrir leurs portes demain. La mairie débloque un fonds d'urgence alors que les recherches dans les décombres se poursuivent. À New York, cérémonie œcuménique. Dans quelques instants, à la mémoire des victimes des attentats. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans le Bronx. De son côté, George Bush met un terme au deuil national. Le drapeau américain flotte à nouveau sur la Maison-Blanche. La France championne d'Europe de basket féminin, c'est la première fois que les tricolores s'emparent du titre en battant la Russie, le sacre d'une équipe. Et puis la disparition d'Isaac Stern à l'âge de 81 ans, il avait consacré toute sa vie à la musique. Ce violoniste de renommée mondiale s'était engagé dans son temps et dans l'époque. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le traumatisme de l'explosion, la semaine qui s'ouvre sera difficile pour beaucoup de Toulousains. Avant la reconstruction, il faut d'abord rassurer les habitants évacués qui craignent les cambriolages. Hier soir, 4 personnes ont été interpellées en flagrant délit. Des renforts de police, gendarmes et CRS ont été déployés dans les quartiers sinistrés, comme le montre ce reportage d'Agnès Gardet et Cyril Paquier. C'est sur l'appel d'un témoin que ces policiers interviennent. Tentative de vol dans l'une de ces boutiques éventrées. En réalité, rien de tout ça, juste une rumeur. Mais parce que la situation l'exige, il faut répondre présent à tous ces signalements. Il y avait des voleurs à ce moment-là, c'est pour ça qu'on vient. Non, pas des voleurs. Ils ont arrosé. Ils ont arrosé avec un jet d'eau. Et alors on les a fait partir parce que ça devient dangereux, de plus en plus dangereux. Ces gamins, ils ne savent pas quoi faire dans la journée dans cette cité. Les bruits courent et les policiers suivent. 2 jours après la catastrophe, la tension va crescendo. Pour l'instant, il faut personne autour. Ici, une tentative de pillage, là un immeuble qui menace. Secours, force de police, tous sur la brèche pour faire face. Faire face à la douleur de ces Toulousains qui découvrent heure après heure l'ampleur des dégâts. Quand on s'aperçoit que maintenant il y a pas mal de fuites, il y a tout quoi. Et qu'on a été délaissé, c'est que maintenant qu'on vient voir ce qui se passe dans le quartier. C'est l'épuisement qui pousse les gens à réagir. Après 2 nuits sans sommeil, à guetter le moindre bruit, par peur de voir les maisons abandonnées, livrées aux pillards. Alors les policiers jouent aux cambrioleurs pour vérifier les dires des uns et des autres. Ici, une voisine, inquiétée par le faisceau d'une lampe torche. Ça a parce qu'on avait de la lumière à l'intérieur. Le requérant a vu la lumière à l'intérieur, mais apparemment tout est verrouillé. Il n'y a personne ici. Jamais la ville n'aura été aussi quadrillée. 400 policiers en patrouille sans compter les renforts de l'armée. Un dispositif anti-pillage que certains pourtant bravent sans état d'âme. À 2 h du matin, les propriétaires de cette maison endommagée ont surpris 2 cambrioleurs. Profiter du malheur des gens et des circonstances dramatiques que connaît Toulouse actuellement pour faire ce genre de petits larcins et de choses minables, je pense que ça mérite une punition exemplaire. Les réponses ont été immédiates. 8 personnes interpellées en 2 jours, 2 d'entre elles condamnées à 6 mois de prison ferme. De nombreux établissements scolaires, je vous le disais en titre, ne pourront ouvrir demain. 10 lycées de Toulouse seront fermés, dont 2 pour une période indéterminée, puisqu'ils se situaient tout près du site de la catastrophe. D'autres écoles et crèches ont été gravement endommagées par la déflagration. L'exemple que vous voyez à l'instant de l'école supérieure d'ingénieurs en art chimique, qui venait d'effectuer sa première entrée universitaire il y a 3 semaines. L'avenir des étudiants est en question, puisque les locaux sont impraticables. Dès hier soir, le rectorat de Toulouse a mis en place une cellule d'information à destination des familles pour un état des lieux des établissements scolaires qui sont en mesure, selon les cas, de fonctionner ou non. Aujourd'hui, les dernières investigations à l'intérieur des écoles primaires pour être sûr que les élèves travaillent en sécurité. Christelle Bertrand, Philippe Turpot. Ils ont tout laissé là, sans réfléchir. Depuis vendredi matin, l'école est figée, silencieuse. L'explosion a secoué le bâtiment. Sans étayage, les murs ne tiennent plus debout. Cette fissure, comme une cicatrice, témoigne de la violence de l'onde de choc. Le souffle de l'explosion a légèrement décollé la toiture et l'ensemble du bâtiment, l'a mis en surpression et toutes les vitres ont absolument explosé du bâtiment. Par chance, les 280 enfants âgés de 3 à 11 ans étaient dans la cour. On dénombre ici une quinzaine de blessés, dont une petite fille plus grièvement atteinte. Si l'école n'est pas purement et simplement rasée, il faudra plusieurs mois de travaux avant la prochaine rentrée. En attendant, parents et enseignants veulent que les enfants continuent à étudier ensemble, ailleurs. Ce n'est pas possible de reconstruire quelque chose après un événement aussi grave en dispatchant les enfants.
c'est l'ABC de la psychologie. Nous avons besoin, nous adultes, de nous retrouver, de retrouver nos repères avec nos élèves et nos élèves avec nous. Au pas de course toute la journée, l'architecte inspecte la sécurité des écoles, crèches et maternelles. Sur Toulouse, 10 sont totalement détruites. 10 reverront des élèves dans un mois. 115 comme celle-ci seront en état dès la semaine prochaine. Les parents viennent proposer leur aide. Ils sont surtout encore choqués. Non, je l'ai prise dehors, mais on est passé par la fenêtre pour rentrer. On est passé par là avec elle. Je l'avais dans mes bras. C'était horrible. Je me rappelle, c'était horrible. Et elle avait peur. Elle se serrait comme ça contre moi. Maman, j'ai peur, il y a du bruit. Peu à peu, les traces du drame s'effacent. Il faudra plusieurs mois pour que tout redevienne presque comme avant. L'explosion de l'usine chimique a gravement ou partiellement endommagé 3000 logements dans les HLM de la ville, sans compter toutes les maisons touchées par la déflagration. Et la première urgence, c'est bien sûr de reloger ces familles qui ont déserté les centres d'accueil pour préférer, quand c'était possible, la vie chez l'habitant. La solidarité des Toulousains qui sont prêts à accueillir chez eux les personnes évacuées. Zindine Boudaoud, François-Xavier Guton. C'est exactement pareil partout, hein. La maison de Jean Gaston est dans le même état que celle de centaines de Toulousains. L'onde de choc qui a suivi l'explosion a balayé 40 années de souvenirs. Et là, il y a une femme. C'était son anniversaire et je lui ai dit, mais au fait, c'est ton anniversaire et le boum en même temps. Alors j'aurais mieux fait Depuis vendredi après-midi, toute la famille est réquisitionnée. Même si la maison n'est plus habitable, il faut évacuer les gravats. Et beaucoup de bénévoles venus de toute la région offrent une aide précieuse. Alors au début, les gens pensaient qu'on venait visiter et voir, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui font ça, qui restent dans la rue, qui se baladent. Et pour moi, c'est un spectacle d'horreur. On n'a pas à se balader, on a venir aider les gens qui sont vraiment en difficulté. Voilà, j'espère qu'il y en a beaucoup qui le feront. Norbert Garcia Alvarez a définitivement quitté son appartement. Un pincement au cœur, mais sain et sauf. On ne peut pas être triste de toute façon parce qu'il y a tellement de gens qui ont été abîmés là-dessus. Que nous, personnellement, nous, on s'en tire bien. Quoi. La femme, elle est vivante, le bébé, il est vivant. Puis moi, je suis en bonne santé. Quoi. Une fois les valises faites, à bord de cette camionnette prêtée par son employeur, l'électronicien rejoint sa petite famille à Balma, banlieue de Toulouse. Son beau-frère les hébergera le temps qu'il faudra. Grâce à lui, la vie reprend le dessus. Le petit Thomas a une nouvelle chambre. Marie-Noël, la compagne de Norbert Garcia, ne décolère pas. L'urgence, on n'en veut pas. L'urgence, on se débrouille. L'urgence qu'on veut, c'est à moyen, à long terme. Là où on est, il y en a pour entre 6 mois et 1 an de travaux. Hein, il n'y a plus de toiture, il n'y a plus de fenêtres, il y a juste les murs extérieurs. En complément des centres d'hébergement, plus de 500 particuliers et quelques hôteliers mettent des logements vacants à la disposition des sinistrés à titre gracieux. Et il faudra réparer, peindre, poser des vitres et maçonner dans les délais les plus brefs pour que la vie puisse reprendre son cours normal. Ce sont tous les métiers du bâtiment qui s'organisent pour permettre et remettre en état les appartements endommagés. Julien Hérichon. Tant de débris à ramasser, tant de maisons à réparer, tant de choses à faire. Le personnel municipal est au travail, encore pour de longues journées. La semaine et les week-ends à venir, quoi. Vous n'avez qu'à voir dans toutes les rues que vous faites, c'est l'hécatombe. Vous me précisez votre corps de métier, monsieur? Il faut du temps, il faut des mains. À la mairie, le téléphone ne cesse de sonner. 500 entreprises ont déjà contacté cette cellule d'urgence. Toutes veulent venir en aide aux sinistrés. Question de solidarité. Dans cette rue, aucune maison n'a été épargnée. Vitriers, couvreurs, menuisiers, charpentiers, tous les artisans se remontent les manches pour effectuer les premières réparations d'urgence. Je suis artisan dans le Gers, à côté d'Auch, et ils ont eu des dégâts sur la maison voisine. Alors, étant donné que j'étais là, quand même, je trouvais que c'était au moins une priorité d'aider. Les riverains sont encore sous le choc, mais tous ces gestes d'aide et de soutien sont autant de réconfort. Il y a eu la protection civile, des gens bénévoles, il y a des pompiers, tout le monde a été fabuleux, fabuleux. Inévitablement, certaines maisons seront rasées. C'est dans ce contexte particulier que les Toulousains tentent de retrouver une vie normale, tant bien que mal.
Et quelques informations pratiques. Le métro toulousain reprendra un fonctionnement normal à partir de demain. Pour les bus, une centaine d'entre eux sont hors d'état, mais globalement, les lignes devraient fonctionner à 80%. Voyons à présent les derniers bilans de l'explosion. Un bilan depuis hier soir inchangé. 29 morts, dont 22 découverts sur le site même. Au total, 1170 personnes ont été blessées. 400 personnes sur 650 sont toujours hospitalisées et 30 dans un état très grave. Bien sûr, toute la nuit, les recherches se sont poursuivies dans les décombres. Il pourrait y avoir encore des survivants. On parle de 5 personnes prestataires de services d'une société qui auraient pu se trouver sur place, mais aucune confirmation pour l'instant. Depuis aujourd'hui, les salariés de l'usine travaillent aux côtés des sauveteurs. Ils sont des dizaines à s'être mobilisés pour la deuxième phase des opérations, sécuriser à tout prix le site afin d'éviter toute fuite ou dilution de produits toxiques. Thierry Curtet, Éric Delagneau. Une noria de camions-citernes pour évacuer les produits les plus instables. Tout est devenu une menace. L'urgence aujourd'hui était de mettre le site en sécurité. Sur l'usine, encore 1100 mètres cubes d'acide nitrique. Partout, les risques de fuite inquiètent. Les pompiers et la sécurité civile épaulent les employés de AZF, très perturbés. Les faits psychologiques se font sentir aussi gravement sur notre propre personnel, et c'est évident. C'est leur outil de travail qui est foutu en l'air, c'est leur camarade qui est disparu. Tout le monde a un fort sentiment de culpabilité de rester vivant. Le hangar jumeau de celui qui s'est volatilisé est totalement transparent. Les espoirs de retrouver des survivants sont réduits au quasi-néant. Le nombre de disparus reste incertain. Malgré tout, au milieu des tôles acérées, 9 chiens tentent de repérer d'ultimes traces. Vous avez essentiellement la nature du terrain qui est très difficile et très hostile. Et vous avez effectivement l'air qui est irrespirable à cause des vapeurs qui sont déjà gênantes pour nous. Alors pour les chiens, elles sont d'autant plus gênantes. L'enquête, elle, ne fait que commencer. Et c'est parce que les enquêteurs n'ont pas d'autres éléments qu'ils privilégient la thèse de l'accident. Mais les techniciens, les chimistes, expliquent eux, de leur côté, que l'explosion quasi naturelle de nitrate d'ammonium est impossible. À l'évidence, il manque une inconnue à l'équation. Et en direct de Toulouse, Thierry Curtet, on évoque ce soir dans les eaux de la Garonne une certaine concentration d'ammonium. Peut-on parler de pollution? La météo n'est pas fameuse, ça va compliquer la situation, j'imagine. Effectivement, Béatrice, pour l'instant, le risque n'est pas immédiat, mais le risque est à venir, car la météo, effectivement, tourne à l'orage, comme si on avait véritablement besoin de cela ici. Il faut bien comprendre que tous les toits des hangars ont été soufflés par l'explosion, notamment tous les toits des hangars qui abritaient les produits chimiques. Cela veut dire que l'eau risque de s'infiltrer dans les sols. Or, juste à côté de cette usine chimique coule la Garonne, vous le voyez sur ces images, et donc l'eau chargée de substances chimiques pourrait rejoindre la rivière. Il y a donc des risques de pollution pour demain ou après-demain. Cela inquiète beaucoup les secouristes. L'autre risque qui accompagne les orages, c'est bien sûr la foudre. Si un coup de foudre s'abattait sur ce site qui aujourd'hui n'est plus du tout protégé, il y aurait un fort risque d'incendie. Cela veut dire que la sécurité civile, que les pompiers vont veiller et passer une troisième nuit particulièrement difficile. Merci Thierry. Plus de 2 jours après l'explosion, toujours aucune certitude, on vous l'a dit, concernant les causes de l'explosion. Le mot qui revient le plus souvent est celui d'incompréhension, celle des experts, mais aussi du patron de Total Finaelf, Thierry Desmarais, qui disait hier ne trouver aucune explication sérieuse. Alors quelles sont les pistes envisagées? Comment les produits chimiques entreposés ont-ils pris feu? Tentative de réponse avec Marie-Pierre Samitier. Difficile de trouver des indices, difficile de ratisser ces ruines où il ne reste presque rien. Accident ou acte de malveillance? Impossible de répondre à la question pour l'instant. Mais tout le monde pointe du doigt le fameux entrepôt de nitrate d'ammonium. Or, voici ce qu'il reste du hangar jumeau qui a explosé. On imagine la taille du bâtiment volatilisé dont il ne reste que ce cratère. À l'intérieur, il y avait 300 tonnes de nitrate d'ammonium qui sert à fabriquer des engrais. Et pour les ingénieurs chimistes, ce produit est très sensible à la chaleur et à l'humidité. Le nitrate d'ammonium est formé de nitrate et d'ammonium. Si, pour une raison quelconque, vous élevez la température de ce mélange, c'est un explosif. Mais pour que le nitrate d'ammonium devienne explosif, il faut qu'il monte très vite en température, ce qu'il s'est probablement passé dans le hangar où il était stocké. D'après les chimistes, il explose au-delà de 210 degrés.
À leur question, comment le nitrate d'ammonium est-il monté si vite à 210 degrés? Pour l'instant, on ne trouve aucun indice. Très sincèrement, dans ces endroits-là, je pense qu'on est dénué de manœuvres et d'intervention. C'est un stockage mort où il n'y a pas d'intervention industrielle, où il n'y a pas de matériel électrique, il n'y a pas de pompe, où il n'y a pas de source de chaleur. On y va que très rarement. Du fioul et du soufre se trouvait-il à côté de ce nitrate d'ammonium? Auquel cas le mélange deviendrait très explosif si le feu se déclarait. Toutes les hypothèses sont envisagées. Mais pour l'heure, le mystère du nitrate d'ammonium reste entier. Lionel Jospin annonçait hier un premier fonds d'urgence d'1 520 000 €, soit 10 millions de francs. Aujourd'hui, à son tour, la mairie de Toulouse débloque une somme identique. Dès hier, Total Final installait une structure permettant à toutes les personnes sinistrées de s'informer, de trouver une aide auprès des assureurs. La question essentielle pour bon nombre de Toulousains est évidemment de savoir de quelle façon ils seront couverts ou indemnisés. Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Ils campent devant leur propre maison. Ils attendent l'expert de leur assurance. On va se mettre des casques sur la tête et puis on va descendre les choses indispensables. Et pour le reste, on verra ce que nous dira l'expert. Tous ceux qui n'ont plus de toit seront relogés. C'est prévu dans les contrats. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on a le droit de faire. Est-ce qu'ils vont nous donner de l'argent sur des fonds spéciaux qui nous permettront d'avancer les premiers frais? Parce que ça va être des frais forcément importants. Sauver ce qui peut l'être, prendre des photos, c'est ce que conseillent généralement les assureurs. Chez Monsieur Chibari, l'expert est déjà là. Il faudra remplacer toutes les fenêtres. Non, on a quand même des travaux importants à faire derrière. Qui dit encadrement dit refaire la tapisserie, refaire la peinture. Nous mettrons tout en œuvre pour que ce soit réglé le plus vite possible dans les meilleures conditions. On ne peut pas laisser des gens comme ça. Le plus difficile, trouver des artisans, mais les factures seront immédiatement réglées. Certaines mutuelles ont doublé les plafonds de remboursement sans justificatif. Elles seront indulgentes sur les délais de déclaration, en principe 5 jours. Je suis toulousain moi aussi, j'étais à Toulouse au moment de l'événement. Je crois qu'il y a eu un choc, fort choc émotionnel. Donc il ne faut pas en rajouter sur le plan financier, ça. Nous sommes conscients de cela. Impossible aujourd'hui de chiffrer les dégâts, mais selon cet assureur, il y en a pour plusieurs milliards d'euros. Et demain, la secrétaire d'État au logement, Marie-Hélène Lienemann, se rendra sur place. Elle devrait annoncer différentes mesures pour permettre aux familles de retrouver un logement. En Corse, interpellation en série dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Michel Rossi, qui connaît en 24 heures une véritable accélération. Dès hier, 3 nationalistes avaient été appréhendés, 6 autres l'ont été ce matin. L'un serait proche du nationaliste Charles Pierry, qui est incarcéré. Son nom avait été cité à différentes reprises par François Santoni, qui est tombé sous les balles en août dernier. Florence Bouquilla. Interpellation à Bastia hier soir et ce matin. Perquisition cet après-midi, l'enquête sur l'assassinat de Jean-Michel Rossi rebondit. Jean-Michel Rossi, l'idéologue. Le 7 août 2000, ce nationaliste repenti et son garde du corps sont exécutés à l'Île-Rousse. Avec les arrestations de ces dernières 24 heures, ressurgissent la plupart des figures du nationalisme corse. L'un des hommes interpellés hier, Jacques Mosconi, intéresse particulièrement les enquêteurs. C'est un proche de Charles Pierry, actuellement incarcéré, condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Et Charles Pierry, c'est l'homme que François Santoni désignait dans son dernier livre comme le commanditaire de l'assassinat de son ami Jean-Michel Rossi, avant d'être lui-même exécuté le 17 août dernier. Charles Pierry, c'est aussi un proche de Jean-Guy Talamoni, conseiller territorial de Corsica Nazione et surtout principal négociateur des accords de Matignon sur le processus de paix en Corse. Le 13 septembre dernier, Jean-Guy Talamoni était convoqué par le juge Thiel, entendu comme témoin dans l'assassinat de Jean-Michel Rossi. Les derniers rebondissements sur l'île de Beauté pourraient faire perdre encore un peu de son crédit aux négociateurs du fameux processus de paix en Corse. L'un des chefs militaires de l'ETA a été arrêté aujourd'hui dans les Landes. 4 autres personnes qui s'apprêtaient à voler des explosifs en Savoie ont également été interpellées. Une opération d'importance qui intervient après de longs mois de filature. Fanny Auvergne. Le commando d'ETA se cachait dans cet immeuble du centre-ville de Dax. Un homme et 2 femmes soupçonnés d'appartenir à l'organisation terroriste ont été arrêtés ici en début d'après-midi par les policiers. L'homme, c'est Oyarzabal Chabartegui, l'un des 3 dirigeants de l'aile dure d'ETA, un des chefs de la logistique.
2 heures auparavant, dans la Loire, 2 autres personnes, membres présumés d'ETA, avaient aussi été arrêtées. D'après la police, ces 5 personnes s'apprêtaient à voler des explosifs à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Voler des explosifs en France, c'est une habitude pour ETA. En 1999, appelé 20 en Bretagne, des activistes basques, aidés par l'armée révolutionnaire bretonne, s'étaient emparés de plus de 8 tonnes de dynamite. En mars 2001, près de Grenoble, ils dérobaient 1,6 tonne de dynamite et plus de 20 000 détonateurs dans une société de BTP. Les 5 personnes arrêtées aujourd'hui sont soupçonnées d'avoir participé à ces 2 vols. La ville de New York pleure ses morts et ses héros. Dans quelques instants, des dizaines de milliers de personnes assisteront dans le stade des Yankees dans le Bronx à cette prière pour l'Amérique, toute confession confondue. L'hommage aux quelques 311 pompiers valeureux de la nation, hommage également à toutes les victimes. Au total, 6 333 personnes disparues dans les décombres des tours jumelles. Les derniers préparatifs avec Gilles Rabine. Le Yankee Stadium qui avait accueilli en son temps Jean-Paul II pour une de ses plus grandes messes. Dans une heure, des dizaines de milliers de personnes vont se réunir dans ce temple du baseball américain pour prier pendant un office concélébré par l'archevêque catholique, l'imam de la mosquée de Harlem et un rabbin de la police de New York. Seules les familles des 6 333 victimes recensées, des pompiers, des policiers et des sauveteurs volontaires seront admises. Les conditions de sécurité sont drastiques, sacs à dos, parapluies et bouteilles sont interdites. Pour les familles de victimes, c'est la première occasion depuis les attentats de se réunir et d'essayer d'y retrouver un peu de force. D'autant qu'il n'y a plus maintenant aucun espoir de retrouver des survivants. Les experts nous disent qu'il n'y aura plus de rescapés désormais. C'est la réalité des choses et c'est malheureusement la vérité. La cérémonie de ce soir au Yankee Stadium sera l'occasion de dire à toutes les familles de victimes qu'il n'y a plus aucun espoir pour elles, que les corps de beaucoup de disparus ne pourront pas être retrouvés et que l'heure du deuil est arrivée. Image très symbolique, en ce dimanche, 12 jours après les attentats, George Bush a mis un terme à la période de deuil national. Tous les drapeaux étaient jusqu'à présent en berne. Le président américain à Camp David assistait à cette cérémonie de levée des couleurs et le drapeau américain flotte à nouveau à présent à la Maison-Blanche. Les États-Unis qui se préparent militairement, le pays est en situation de légitime défense et peut agir militairement sans mandat de l'ONU, a indiqué cet après-midi la conseillère pour la sécurité nationale auprès de George Bush. Par ailleurs, autre communiqué d'importance, le secrétaire d'État Colin Powell affirme que Washington va produire dans un proche avenir des preuves contre Ben Laden, autant de déclarations qui sont soutenues par certains mouvements des forces américaines. Richard Binet. Des blindés pakistanais prenant position à la frontière afghane. Une image impensable il y a quelques semaines. 11 jours après les attentats, les États-Unis sont parvenus à encercler presque totalement l'Afghanistan. De sources diplomatiques, des avions de reconnaissance et des hélicoptères américains seraient prépositionnés en Ouzbékistan, une ancienne république soviétique à quelques centaines de kilomètres seulement de Kaboul. Tout autour de l'Afghanistan, les pays frontaliers ont massé leurs troupes, le Tadjikistan, le Pakistan et même l'Iran. Il y a quelques heures, les États-Unis ont reconnu avoir perdu un drone, un avion espion sans pilote. Un type d'appareil qui se dirige du sol et de faible autonomie, dont la présence dans le ciel afghan accréditerait l'hypothèse d'une présence américaine, toute proche. Sur mer, le porte-avions Kitty Hawk et son escorte croisent en direction du golfe Persique, tandis que le Theodore Roosevelt, protégé par 2 sous-marins, devrait atteindre prochainement les côtes méditerranéennes. Les bases américaines sont en alerte maximum, comme ici à Bahreïn, et s'apprêtent à recevoir 200 nouveaux appareils qui viendront s'ajouter aux 300 avions déjà présents dans le Golfe. Invoquant la légitime défense, Washington se réserve le droit d'agir seul et sans mandat de l'ONU. Le plus gigantesque déploiement américain depuis la guerre du Golfe se poursuit. Contre quelle cible? Secret défense, rien n'a filtré du dernier conseil de guerre réuni autour de George Bush ce matin. Et selon les talibans, Ben Laden aurait disparu. Aucune importance, répond Washington. Cela ne change en rien la détermination des États-Unis. En Afghanistan, notre envoyé spécial Dominique Derda a pu gagner la vallée du Panjshir au nord de Kaboul. Sur place, il s'est entretenu avec quelques responsables du front de l'opposition taliban. Bien évidemment, la question de la fuite ou de la disparition de Ben Laden a été évoquée. Le point par liaison téléphonique. C'est au nord de l'Afghanistan, dans la région de Mazar-e Sharif, qu'auraient eu lieu ces derniers jours les accrochages les plus sérieux.
Les troupes du général Dostum seraient parvenues, affirme-t-on ce soir, à reprendre quelques positions tenues par les talibans. Les combats auraient fait une 60aine de morts du côté taleb, information évidemment impossible à vérifier car si les talibans reconnaissent avoir perdu du terrain, ils ne donnent aucun bilan en vies humaines. À une 40aine de kilomètres de Kaboul, en revanche, le front est plutôt calme et si nous percevons de temps à autre dans le lointain le bruit sourd d'un canon, ce sont les combattants du front uni que dirigeait le commandant Massoud qui réparent de vieilles pièces d'artillerie, de vieux chars saisis jadis aux soviétiques et qu'il faut tester avant les combats à venir. Les réfugiés qui, pour parvenir jusqu'ici, aux portes du Panjshir, ont dû se faufiler à travers les lignes de front, racontent que dans Kaboul, les talibans sont sur la défensive. Ils installent des batteries anti-aériennes, stockent des munitions et réquisitionneraient même ceux qui n'ont pas encore pris les chemins de l'exode pour charger et décharger des camions de matériel militaire. Quant à Oussama Ben Laden, il se cacherait depuis quelques jours déjà en compagnie du Mollah Omar dans la province d'Ozurgan, d'où est originaire la famille du chef spirituel des talibans. Une vaste région montagneuse dans laquelle ils auraient fait creuser de profonds abris souterrains afin de se protéger des bombardements aériens. Je vous propose de suivre maintenant la situation d'un pays islamiste, le Soudan, toujours inscrit sur la liste noire et qui est en train d'accomplir une petite révolution puisque les autorités soudanaises se rangent désormais aux côtés de l'Amérique. Un grand écart si l'on se souvient qu'une usine pharmaceutique suspecte avait été bombardée par les États-Unis en représailles des attentats contre les ambassades de Tanzanie et du Kenya. Reportage de nos envoyés spéciaux, Éric Meunier, Philippe Montoisy. Visite guidée et quasi obligatoire au Soudan, l'usine pharmaceutique d'Al-Shifa, ou ce qu'il en reste, après le bombardement américain d'il y a 3 ans. Une action de représailles suite aux attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Cette usine était censée fabriquer des composants chimiques au profit de Ben Laden. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Même aux États-Unis, beaucoup parlent de bavure. Il faut dire que dans les années 90, le Soudan rêvait de devenir la plaque tournante du fondamentalisme islamiste. Oussama Ben Laden a séjourné ici 5 ans. Pour son appui à nombre d'opérations terroristes, le pays est sous embargo depuis 1996 et encore classé par les USA au nombre de ces États voyous soutenant le terrorisme. Pourtant, depuis 2 ans, bien des choses ont changé au Soudan. Les militaires au pouvoir ont fait le ménage. Les groupes terroristes ont été priés de partir, les islamistes soudanais sont en prison. Le FBI a même ouvert un bureau ici, voilà 1 an. Dès l'annonce des attentats de New York et Washington, dans les mosquées, une condamnation sans appel. Dans la rue, le discours diffère à peine. Ben Laden, il s'occupe plus de nous. On s'occupe plus de lui, on le connaît plus. Il n'y a pas de preuve. Jusqu'à présent, l'Amérique n'a pas la preuve de qui a fait ça. Au Soudan, que reste-t-il de Ben Laden? La dizaine de sociétés qu'il possédait ici a été vendue, assure le pouvoir. Impossible à vérifier. Reste ce complexe commercial, financé par le terroriste, aujourd'hui un chantier inachevé. Pour le patron de ce journal indépendant, même s'il le désirait, Ben Laden ne trouverait plus ici aucun soutien d'importance. Le gouvernement soudanais sait très bien que s'il aidait Ben Laden, il le paierait très cher. Alors, je pense que ce gouvernement aura un tout autre comportement que par le passé. Les Soudanais ne pensent pas aujourd'hui pouvoir être la cible de représailles américaines, comme ce fut le cas il y a 3 ans. Ils pensent au contraire avoir donné assez de garanties pour voir lever toutes les sanctions économiques qui touchent encore leur pays. Une décision que la crise actuelle devrait pourtant retarder. En Israël, Ariel Sharon a opposé son veto et à la dernière minute à la rencontre annoncée entre Shimon Peres et Yasser Arafat cet après-midi. Une rencontre qui était malgré tout très incertaine. Colin Powell aux États-Unis ce soir considère pourtant que ce dialogue est urgent. La suite du voyage de Jean-Paul II au Kazakhstan qui appelle les chrétiens et les musulmans à tout faire pour rester soudés malgré les événements. Je vous propose d'écouter le Saint-Père. Nous ne devons pas laisser ce qui est arrivé conduire à un approfondissement des divisions. La religion ne doit jamais servir de raison à un conflit. Nous sommes aujourd'hui à 100 jours de la mise en place de l'euro. France 2 suivra avec attention et lors de pages particulières dans les journaux la préparation du passage à la monnaie unique. Comment les ménages se préparent dans leur vie quotidienne à ce changement capital. L'exemple d'une famille de Perpignan, Karine Comadi, Pascal Ponce.
En bon catalan, chaque samedi, la famille Baylac quitte Perpignan pour aller faire ses courses à la Junquera, de l'autre côté de la frontière. Multiplié par 4 et enlevé un 0, le prix des bonbons, des pesettes en francs, n'a aucun secret pour les enfants, formés très tôt à la gymnastique des conversions. Avec l'euro, ça nous évitera de jongler en permanence. On pourra voir directement les prix en euros à Perpignan et les prix en euros ici. Dans cette famille parfaitement bilingue, l'engagement européen va de soi. Le père, prof de catalan, s'est mis à l'euro dès son lancement en 1999. Chez le chéquier en euros depuis 2 ans, je paye systématiquement en euros. Un peu partout, sauf les commerçants qui encore ne l'acceptent pas. La période d'adaptation de 2 ans, à la Baylac l'a prise très au sérieux. 32,01 € puisqu'ils nous ont fait... Avec un compte en France et un compte en Espagne, il s'est habitué à gérer son budget en euros et non plus en devises. Mais les banques n'ont pas joué le jeu, transformant les frais de change en frais de dossier. Tant qu'on n'a pas les espèces sonnantes et trébuchantes dans la poche, on est obligé d'en passer par les virements transfrontaliers et donc par les frais des banques. Tu te débarrasses des pesettes. Bon. Alors, il faut que tu convertisses. Pour se familiariser à la nouvelle monnaie, Nathalie et les enfants s'exercent sur un jeu offert par leur journal catalan. C'est bon, vous êtes au point? Non, pas encore, mais d'ici janvier, oui, on sera. Pour apprendre à diviser par 6,55 francs ou mieux penser en euros, il reste seulement 99 jours. Vous vous en doutez, nos francs actuels ne sont plus en fabrication. Restent pour les collectionneurs ou les nostalgiques les dernières pièces de collection en argent ou en or que met sur le marché la monnaie de Paris, d'après une création du designer Philippe Starck. Reportage Claudine Gilbert. Regardez bien cette pièce, vous ne la verrez jamais dans le tiroir-caisse du boulanger ou du marchand de journaux. C'est l'ultime franc, une pièce de 1 franc inédite, frappée par la monnaie de Paris, la toute dernière avant la disparition de la monnaie nationale. C'est aussi une œuvre d'art. Pour la première fois, le millésime et le marquage République française ont été relégués sur la tranche. La pièce n'est pas plate, elle ondule, c'est pour ça qu'on l'appelle en quelque sorte la vague. Mais par contre, il est absolument important que la tranche en soit plate de façon à ce qu'ensuite elle puisse être marquée. Attention, tirage limité, 50 000 exemplaires pour la version argent vendue 34 €, soit 223 francs, et 5 000 exemplaires seulement pour la version or, commercialisée à 535 €, 3 509 francs 50. C'est aussi le prix d'une signature qui est à la cote, celle de Philippe Starck. Aujourd'hui en France se déroulaient les élections sénatoriales. Un tiers du Sénat renouvelé au suffrage indirect, 102 sièges sont concernés. Voyons les résultats de cette élection sans grande surprise, avec quelques femmes en plus, mais très peu, malgré la loi sur la parité. Le détail avec Françoise David. Quand elle retentira le 2 octobre prochain, elle appellera notamment les 102 sénateurs et sénatrices élus ou réélus ce dimanche. Pas de bouleversement majeur dans ces fauteuils, une très large majorité des partis de l'opposition. Mais le scrutin proportionnel, qui s'applique pour la première fois dans les départements élisant au moins 3 sénateurs, a cependant joué en faveur des partis du gouvernement. C'est ainsi que le groupe socialiste gagne 8 membres, pas de quoi pavoiser, mais quand même. Si c'est vrai que la gauche avait perdu un certain nombre de grandes villes ou de villes moyennes, elle avait par contre gagné un grand nombre de communes et de petites communes qui jouent au moment des élections sénatoriales, puisque le corps électoral sénatorial est composé de tous les maires. Gain également pour les communistes qui réussissent leur pari. Leurs 4 nouveaux représentants sont des représentantes. La loi sur la parité a joué. Satisfaction du président du Sénat. Le pourcentage de femmes à l'Assemblée ou au Sénat sera à peu près identique à celui de l'Assemblée nationale. Comme c'est des pourcentages que souvent les médias faisaient en notre défaveur, je crois que c'est un argument qui en l'instant tombe. 2 noms féminins à retenir de cette élection sénatoriale. D'abord celui de Marie-Christine Blandin. Elle sera la première élue verte à franchir les portes du Sénat. Et puis le retour annoncé de Michèle de Messine. Elle était jusqu'à présent secrétaire d'État au tourisme. Elle est communiste. Elle reviendra, elle, au Sénat puisqu'elle l'avait quitté il y a presque 5 ans pour précisément aller au gouvernement. La fête annuelle bleu-blanc-rouge du Front National, les militants réunis autour de Jean-Marie Le Pen pour son discours cet après-midi et un sujet de conversation essentiel qui divise les militants, la solidarité aux côtés des Américains après les attentats du 11 septembre. Arnaud Boutet, Vincent Bouffartigue. À l'origine, Jean-Marie Le Pen ne devait parler que de sa campagne. Mais aujourd'hui, impossible d'éviter les attentats de New York et le rôle de la France dans une éventuelle riposte.
Et la France, l'ai-je dit, peut et doit compatir au malheur d'un allié, à la souffrance des victimes et à la peine des familles. En revanche, elle ne saurait, comme le propose Chirac, s'aligner inconditionnellement sur la politique de représailles annoncée par les États-Unis. Ne pas suivre l'Amérique, certes, mais pour les militants, il est un peu difficile de suivre la position du mouvement. Jeannie Le Pen dédicace son livre sur les enfants d'Irak, un drapeau américain autour du cou. La France doit-elle riposter aux côtés des Américains? Les avis sont partagés. Nous avons également des pays amis qui sont arabes. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, riposter quand même d'une façon tout à fait précise et en ciblant bien la riposte. Je crois que c'est ça qui est important. International. International. Pour se présenter à l'élection présidentielle, le candidat Le Pen doit maintenant recueillir 500 signatures d'élus. Une nouvelle bataille. L'actualité sportive plus que réjouissante. La France championne d'Europe après la victoire de l'équipe de France de basket féminin contre la Russie. C'est la première fois que les tricolores s'emparent du titre. Les championnes avaient les larmes aux yeux. Sandrine Papin. Elles ont la tête dans les nuages. Leur rêve est devenu réalité. Un vieux rêve de 5 ans. Après les années galères, la 4e tentative est la bonne. Les Françaises tiennent leur premier sacre européen. Au moment où ça arrive, on est dépassé par ces émotions et bon, championne d'Europe avec l'équipe nationale, c'est un titre extraordinaire. Ça représente beaucoup de choses. C'est la détermination d'une équipe de bosseuses. L'histoire de 12 filles revanchardes qui n'avaient pas accepté leur défaite contre la Pologne il y a 2 ans. C'est super. Oh là là là, et c'est la folie, c'est un purée, tu rates quelque chose, hein. Comme un championnat d'Europe au parcours sans faute. Face à la Russie, les Bleus, en blanc, ont tout donné et surtout rien lâché. 5 petits points de différence, 5 petits points et c'est la délivrance. Le public est conquis, le Premier ministre aussi. J'avais promis à Alain Jardel et aux filles de l'équipe de France de venir les soutenir si elles étaient en finale. Et malgré ce contexte terrible du monde qui s'est passé à Toulouse aussi, j'ai voulu garder ma promesse. Un premier titre européen et un passeport à destination des championnats du monde en Chine l'an prochain. L'entraîneur des Bleus en est certain, il ne laisserait sa place pour rien au monde. L'aventure est loin d'être terminée. La disparition d'un violoniste de génie, Isaac Stern, s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 81 ans. Une renommée mondiale pour ce virtuose qui débuta sa carrière à l'adolescence. Un homme inscrit et engagé dans son époque. Évocation avec Michel Monpontet. Les dernières images de lui que l'on a filmées un après-midi sans savoir qu'un jour. Isaac Stern est assis là, entouré de jeunes musiciens. Pour eux, plus qu'un maître, on dirait un grand-père. Mais l'arthrite, la terrible arthrite a depuis longtemps fait disparaître le violon d'entre ses mains. Disparu le violon donc, mais pas la passion. Elle était après 51 années de carrière miraculeusement intacte. On doit utiliser l'instrument pour faire, pas jouer, faire la musique, c'est-à-dire vivre avec la musique, penser de la musique, croire dans la force de la musique. Que la musique est plus importante que vous-même. Jouer comme on chante à plein poumon. Mais aussi apprendre à chanter pour mieux jouer. Nous sommes en Chine, en 79. La gentillesse de Stern éclate sur ces images de légende. Nous sommes 3 ans seulement après la révolution culturelle. Et l'ami de toujours, le luthier Étienne Vatelot, auquel il confiait son Guarnier russe. Tricentenaire, au son si sensuel, si profond. Il savait avec son violon, il parlait avec son violon. Le violon pour lui n'existait plus. Image de Stern encore, mais durant la guerre du Golfe, pendant une attaque aérienne sur sa terre d'Israël. Des fenêtres de son hôpital new-yorkais où il est mort, peut-être est-ce encore la vilaine musique de la guerre qu'il aura entendue une dernière fois.
Et retour à New York avec Yasmina Farber en direct du Yankee Stadium où vient tout juste de commencer la cérémonie œcuménique en hommage aux pompiers de la ville et à toutes les victimes qui ont péri dans l'attentat du World Trade Center. Énormément de monde, je crois, et beaucoup d'émotions. Oui, le Yankee Stadium, ce célèbre stade de baseball du Bronx, est encore en train de se remplir. 60 000 personnes sont attendues pour cet hommage à près de 7 000 disparus, dont, vous l'avez dit, 343 pompiers. Ici, vraiment, les pompiers sont considérés comme les héros de la nation et ce matin, tous les journaux du dimanche ont publié leurs photos sur plusieurs pages. Cette cérémonie a été baptisée une prière pour l'Amérique. Tous les religieux de différentes confessions vont participer à cet hommage. Ensuite, Placido Domingo va chanter l'Ave Maria et un célèbre chanteur de country, Lee Greenwood, va chanter God Bless the USA. C'est une véritable cérémonie des adieux pour clore cette période de deuil. Merci, merci Yasmina Farber. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres à Toulouse. Des lendemains difficiles. Plus de 3000 logements HLM sont partiellement ou totalement endommagés. De nombreuses écoles, crèches ou lycées ne pourront ouvrir leurs portes demain. La mairie débloque un fonds d'urgence alors que les recherches dans les décombres se poursuivent. Et puis en Corse, interpellation en série dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Michel Rossi. 9 nationalistes ont été appréhendés depuis hier. L'un serait proche du nationaliste Charles Piry qui est incarcéré actuellement. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, puis à 20h50, urgence. À 22h35, flash d'information. Laurence Piquet reviendra sur la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats à New York. Demain à 13h, le journal de Daniel Bilalian. À 20h, vous retrouverez ici même David Pujadas. Et puis demain soir, l'émission Mots croisés. Arlette Chabot reviendra sur la catastrophe de Toulouse et sur les attentats aux États-Unis. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.